Bonjour, Désolé de ces petits problèmes techniques. pas de souci. Messieurs, dames, bonjour. Voilà, donc je vous propose de commencer en duo euh, avec Bruno Manel en direct sur cette première droit et robot. Bruno, je vous laisse la parole puisque vous avez un agenda et je vous laisse prendre la parole et je ferai ensuite la conférence plus juridique. Très bien. D'abord, merci d'être présent. Alors, c'est vrai que vous êtes surpris de me voir dans un robot, mais mon actualité m'obligeait à rester à Lyon. Et en même temps, avec Alain, on a dit c'est idiot, on va parler des robots, autant utiliser les robots. Alors, ce que vous voyez, c'est un robot de téléprésence. La différence avec une vidéoconférence, vous voyez que je suis en mobilité. En mobilité, ça veut dire que je peux me rapprocher de vous, je peux me reculer. Donc là, c'est un robot que je télécommande. Si je vous en parle, c'est parce que ce type de robot qui est utilisé déjà professionnellement dans le cadre d'aujourd'hui, mais qui dès la fin de l'année va être utilisé à la maison. À la maison pour me servir à plein de choses. Par exemple, avoir la surveillance d'une personne âgée à domicile à distance, pouvoir faire de l'éducation à distance, pouvoir avoir des capteurs supplémentaires. Là aujourd'hui, comme capteur, je dispose de quoi? Je dispose d'une caméra pour vous voir, de micro pour vous entendre, et je vous réponds à travers mes mouvements, je vous réponds à travers mes mouvements et également à travers ma voix et vous voyez mon visage. Demain, il faut vous imaginer que nous rajoutons sur ce type de machine des capteurs de température, des capteurs de pression sanguine, des capteurs de taux de sucre. Pour un médecin, par exemple, si un médecin va avoir un malade dans un hôpital sur un système comme ça, qui s'appellera d'ailleurs probablement Smart Présence, et qui va disposer d'informations qui vont être susceptibles d'être utilisées par lui, mais qui sont également des informations de type confidentiel. Et j'explique tout ça, c'est pour rentrer dans le sujet de la robotique. La robotique, c'est par ma définition, c'est une machine savante, un robot est une machine savante qui a trois composantes principales et une annexe. Les trois composantes principales, c'est d'abord il y a des capteurs pour saisir son environnement. Donc là aujourd'hui, j'ai une caméra par exemple, et puis j'ai dans la base, vous avez des capteurs de distance pour éviter de vous écraser les pieds si je m'approchais trop. Ensuite, il a des processeurs et des logiciels qui lui permettent de prendre des décisions par rapport à l'ensemble des paramètres qu'il va collecter. Et puis enfin, il a des actionneurs. Les actionneurs, là, en cas présent, sur les moteurs de verrou, ça peut être un bras, il y a des actionneurs qui lui permettent d'agir sur le monde réel. Et c'est la grosse différence avec ce que je pourrais appeler l'informatique traditionnelle qui reste dans le monde virtuel, qui peut capter de l'information et qui va l'afficher sur l'écran, qui ne va pas avoir un effet sur le monde réel. La dimension annexe, c'est celle que nous vivons actuellement, avec ses difficultés, c'est qu'un robot, de plus en plus, va être connecté. Un robot va être forcément connecté pour deux raisons. La première, c'est que son intelligence peut être déportée sur le cloud et donc avoir accès à beaucoup plus de puissance de calcul. Également, il est connecté pour avoir un lien avec ce qu'il appelle le big data, avec les données, c'est-à-dire son référentiel par rapport à ses logiciels, et il a besoin d'être connecté pour qu'il puisse puiser dans une source d'information en temps réel et beaucoup plus importante. J'ai l'habitude de dire que le big data peut penser le monde, mais seuls les robots peuvent le transformer. C'est-à-dire que c'est par la puissance de big data que les robots vont pouvoir agir. Donc, par contre, ce principe-là, c'est vrai que se pose un certain nombre de problèmes juridiques. Alors Alain est bien plus expert que moi, il ne rentre pas vraiment dans les détails, mais je vais essayer de vous en rester, en tout cas, sur le plan de l'industriel que je suis et l'expert, on va dire, en robotique, mais soit un peu de direction. Alors, je vais passer sur les questions juridiques de responsabilité, parce que ça, je pense que Alain va en parler beaucoup. Effectivement, ça paraît un peu évident, mais finalement, la discussion de la responsabilité, c'est une question de savoir dans l'échelle de la construction du robot où est-ce qu'on va arrêter le curseur. On a aujourd'hui pris la responsabilité dans les machines traditionnelles que c'est le pilote humain qui est responsable de la conduite de la machine, qui est responsable finalement des conséquences de cette construction. Certainement demain, en déléguant de plus en plus d'autonomie de décision à des machines savantes, on aura une question du curseur de cette responsabilité, mais j'ai pas de religion aujourd'hui faite sur le débat.
si ce n'est que la question méritera d'être posée, notamment par exemple dans les phases que j'ai appelées d'intermédiaires, quand vous aurez des véhicules autonomes, par exemple dans la rue, qui cohabiteront avec des véhicules pilotés par des êtres humains, et un accident arrive entre les deux, il y aura une vraie question de savoir où est la responsabilité. Et sur là, je la laisse aux juristes que vous êtes. En tout cas, il nécessitera, pour clarifier un point, parce que Alain m'avait posé la question au téléphone en préparant cet entretien, elle nécessitera bien de statuer juridiquement sur les robots. Donc, cette idée de loi de la robotique, loi sur les robots, est une chose assez fondamentale, et parce qu'on n'est pas du tout dans le monde des machines et des pilotons, même si vous avez l'impression aujourd'hui que tout va à la télécommande, avec les capteurs supplémentaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, on dispose aussi d'une certaine autonomie sur ces machines, et il faudra bien poser la question de la responsabilité autour des actes qu'elles pourraient faire. Sujet annexe et important, c'est également leur fragilité et leur protection. Aujourd'hui, quand on fait un virus dans notre informatique, c'est très embêtant. Ça peut détruire beaucoup de données, ça ne tue pas des êtres humains. Si demain des gens malveillants décident d'attaquer des systèmes robotisés de transport, par exemple, on risque d'être dans des conséquences beaucoup plus graves sur le plan de l'intégrité physique des personnes. C'est une question qu'il faudra certainement creuser. Mais il y a un autre sujet, moi, que je trouve sur le plan juridique, pour ouvrir un petit peu le débat qui m'intéresse, c'est effectivement cette notion de degré d'autonomie du robot. La notion de degré d'autonomie, ça veut dire qu'est-ce qu'on va autoriser un robot à faire, que juste est-ce que c'est quelque chose qu'on doit réguler? Alors, le plus beau, c'est le drone. Le drone, on le pilote, va sur site, opérationnel, mais c'est quand même un être humain qui décide de tirer. La réactivité et la réaction de l'être humain, elle est ce qu'elle est, avec ses émotions, avec un temps de latence de la décision, avec peut-être aussi une hiérarchie. On ne peut pas anticiper le fait que d'autres territoires, dans ce domaine particulier des attaques contre-attaques, soient beaucoup moins éthiques que nous. Et donc, un petit peu comme en bourse aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est la vitesse de calcul de la transaction. Quand vous avez deux logiciels métiers qui font la compétition, c'est une question de vitesse de transaction qui se passe au niveau des machines. Donc c'est un problème technologique. On améliore actuellement la vitesse de transaction, le calcul, pardon, des transactions boursières se passent à des millionièmes de secondes plus vite que la concurrence. Et bien dans la robotique, on aura certainement ce genre de problème à se poser, et donc à savoir quelle est la chaîne de décision pour donner une certaine autonomie à un robot. Alors j'ai pris l'exemple des drones parce qu'il est un peu dramatique. On peut prendre l'exemple médical, qui a une prise de décision à faire sur la surveillance d'un patient avec l'action sur ce patient, que ce soit une injection, que ce soit insuffler un gaz dans les poumons, enfin, je sais, s'il y a quelque chose à faire sur un patient, à quel moment on considère que le robot a ce degré d'autonomie. Ça, c'est une deuxième question éthique et juridique qui va être critique. Alors, dans notre civilisation d'aujourd'hui, je vous invite à y réfléchir comme ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez vu la série Real Human. Donc, c'est une série scandinave qui met des êtres humains humanoïdes, pardon, des robots humanoïdes, dans un contexte actuel. Ils roulent en Volvo diesel, ils utilisent des Nokia, même pas des smartphones, mais ils ont cette intelligence absolument surdimensionnée, ils ressemblent vraiment à des êtres humains. Et des êtres humains qui très supérieurs en termes de calcul. Et ça pose beaucoup de questions. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette série. Elle est sur le plan des questions éthiques, probablement la meilleure série. En tout cas, la première série, la deuxième est plus romancée et moins intéressante. Mais la première série, dans chaque épisode, va vraiment au fond des questions que les gens se posent aujourd'hui sur les conséquences de la religion. Mais c'est une erreur. Vous devez vous projeter dans un monde où, tout comme aujourd'hui, nous avons oublié qu'il y a à peine 20 ans, nous n'avions pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone portable, nous allons vers un monde où la technologie va grandir en même temps que la robotique.
Et donc, les barrières éthiques que nous avons aujourd'hui ne seront pas les mêmes barrières éthiques que nous aurons dans 5 ou 10 ans. Donc, quand on mène la réflexion sur la loi, comme vous le faites, je pense qu'il faut vous inviter à vous projeter dans une société, parce que le temps que tout ça se mette en route, proche d'une société sur laquelle un certain nombre de principes auront considérablement évolué. En d'autres termes, si on mettait une loi sur les voitures en 1910, quand il fallait envoyer un piéton, vous savez, dans certaines communes de France, courir devant la voiture pour signaler qu'elle était derrière nous, on n'avait pas le même concept de loi pour les automobiles qu'on l'aurait aujourd'hui au XXIe siècle. C'est la même chose pour les robots. Si on reste collé à notre vision du monde actuel, on va générer les peurs, on va générer les angoisses, et ceux qui sont très désinhibés par rapport à ça sont les modèles asiatiques. Puisque vous savez que même en Corée récemment, ils sont en train de discuter de lois sur le mariage entre robots et humains. Chose qui me paraît complètement hors de propos, hors de dimension par rapport aux technologies actuelles, mais parce qu'ils projettent un monde où la technologie et où ces questions-là seront là. Et donc moi je pense que, et je rejoins complètement Alain Lescure sur ce problème-là, attention, nous ne réglons pas des problèmes immédiats quand on parle de loi sur la robotique, on règle bien des problèmes sociétaux à 5 ou à 10 ans. Donc nous devons nous projeter intellectuellement et nous désinhiber par rapport à ça. Nous devons nous projeter dans cet univers-là. Ce serait une grave erreur de caler la loi à l'aune de ce que nous vivons en technologie aujourd'hui, vu la vitesse de son accélération. Voilà, c'était un petit peu ça mon témoignage de ce matin. Je ne suis pas répondre à toutes vos questions, mais je voulais en introduction, je voulais vraiment faire ce point. Un, bien évidemment, il faut réguler. C'est fondamental d'avoir quelque chose qu'on appelle, entre guillemets, une loi sur les robots, hein, avec toute je prends toutes les mesures nécessaires à votre art, parce que je ne connais pas dans ces subtilités. En tout cas, il faut réguler. Parce que nous avons des problèmes, responsabilité, délégation d'autonomie. Mais il faut réguler avec cette vision, même si elle est aujourd'hui provocatrice, avec cette vision d'une société qui va s'élever sur le plan technologique considérablement. Et ce serait une grave erreur d'essayer de caler des décisions sur notre vie actuelle, sur lequel nous n'avons pas cette anticipation, nous n'avons pas ce recul. Le meilleur comparatif que je peux prendre, c'est moi j'ai initié dans les années 80 le lancement du plan informatique pour tous. Quand j'allais dans les écoles présenter le TO7 de Thomson, qui était la machine choisie par le gouvernement pour implanter ce plan massif d'informatique dans les écoles, eh bien, j'avais des écoles, et dans des grandes villes, hein, pas à la campagne, où les gens cachaient le TO7. Ça ne rentrera jamais dans ma classe. On n'apprendra jamais avec les machines. Il est hors de question que l'ordinateur, etc., etc. Eh bien, la réaction sur les robots aujourd'hui, c'est par manque de vision technologique, nous avons tendance à les réduire à des machines. Et donc, quand on se pose la question de l'utilité d'une loi, débat qu'on a déjà eu avec Alain, et sur lequel nous sommes en phase, complètement. Et deuxièmement, on a une tendance à ne pas anticiper que ces facteurs d'autonomie, à voir ce facteur d'autonomie comme une opposition avec notre liberté. Alors qu'en fait, c'est une augmentation de capacité. Et je crois que c'est ça, que les mentalités vont évoluer vers ça. Quand on va comprendre que la robotique va passer de cette espèce de fantasme, initié d'ailleurs par l'historique de la robotique, le mot robot a été inventé par Karel Čapek dans une pièce célèbre qui s'appelle Roswell Universal Robot, qui était les ouvriers sans cerveau qui allaient remplacer les ouvriers. 1920, pleine révolution industrielle, problématique syndicale, donc on avait trouvé une solution dure à un problème de société de l'époque. Aujourd'hui, quand on regarde la pièce, elle est un peu ridicule. Elle est un petit peu ridicule, mais comme elle était utopiste et qu'elle poussait le raisonnement jusqu'à la disparition des êtres humains parce que les robots les trouvaient plus efficaces, c'est resté ancré dans la mentalité, en tout cas dans les territoires européens et américains. D'où, plus tard, Metropolis, Terminator, etc. Au Japon, en Asie, à Nice, complètement différente approche. La robotique, au contraire, a été née avec Astro Boy. Astro Boy, c'est un personnage clé
dessin animé japonais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a reconstruit le pays. Parce qu'on voit que c'est le Superman robot pour les Japonais. Donc, dans ces territoires asiatiques, le robot est l'ami de l'homme, il va l'aider à grandir. Dans les territoires, par contre, européens, le robot est par contre complètement perçu comme quelque chose qui est en contradiction avec l'âme humaine. La vérité, c'est la vérité, c'est que le robot est une machine savante. Non, non, mais vous n'allez pas vous décider, je vous ai fait rien. La vérité, c'est que le robot est une machine savante qui va nous donner des capacités augmentées en déléguant, après avoir délégué notre dextérité avec l'outil, l'outil c'est une amélioration de la dextérité humaine, après avoir amplifié la force de l'homme avec la machine, et bien aujourd'hui nous avons délégué une partie de notre autonomie. C'est très malin de passer derrière. Donc voilà, c'était un peu cette introduction. Si vous avez des questions, je suis ravi de répondre. Je ne sais pas comment. Non, tout à fait. Merci Bruno. Merci Bruno. C'était important que quelqu'un qui a ouvert une voie de réflexion avec le livre Révolution, c'est quelqu'un important qui a une vision stratégique, puisse avec nous se positionner sur pour ou contre une réglementation. Et je partage totalement l'idée que si on doit faire une réglementation, de se projeter dans les 5 à 10 ans à venir, et une réglementation à vocation mondiale comme on a pu faire sur Informatique Liberté. On peut être, toi et moi, désespérés optimistes et on peut faire bouger les choses. L'idée, et vous l'avez faite, Bruno, très souvent. Et voilà pourquoi ça m'a paru important d'abord que vous voyez une autre forme de téléprésence et il y a effectivement un droit à construire tous ensemble. Je sais Bruno que vous avez un agenda très serré. Peut-être une ou deux questions. Il est tellement difficile à avoir Bruno, peut-être ça vaut le coup de lui poser 2-3 questions. Allez-y monsieur. Bonjour Bruno, toujours aussi dynamique. Votre robot est connecté comment Celui-là, comment? Par quel système? Comment? Oui, c'est par Wi-Fi. Par Wi-Fi. Mais il fonctionne également en 4G. D'ailleurs, c'est intéressant cette question pour une autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, nous discutons actuellement beaucoup avec Orange, qui se pose la question comment pousser les gens, non pas à consommer plus de data, parce que ça va, mais à comprendre l'utilité des plus gros réseaux. La 4G, la 5G, la 5G+, etc. Eh bien, le type d'application que vous voyez devant vous aujourd'hui, il répond parfaitement. Et c'est pour ça qu'il faut voir que la tendance ne va pas s'arrêter. Nous allons bien être noyés de plus en plus dans un océan de débit de data. Et ce sont un peu les robots vont être soit en façon autonome, soit de façon pilotée comme celui-là, des véhicules, des navires capables de naviguer dans cet océan d'information. Je précise aussi que chez nous, à Wabot, voilà, vous voyez, c'est peut-être la première fois que vous voyez en votre téléprésence, c'est un peu surpris, mais nous avons en permanence des gens qui travaillent de différents pays du monde, qui côtoient donc, à travers ces robots d'autres personnes qui elles sont physiques. Et si vous étiez une petite souris et que vous vouliez voir un jour normal de travail, vous seriez surpris de voir la banalité avec laquelle nous utilisons ce genre de système. Donc, ça veut dire que nous réfléchissons déjà à de la sécurisation de l'information, donc ces réseaux sécurisés. Par exemple, notre conversation là, que nous avons n'est pas accessible sur le net, n'est pas accessible à part quelqu'un qui traite la ligne de nos systèmes, mais elle est complètement, tout comme serait une conversation entre nous physiquement. Elle est complètement isolée du reste du monde. Mais elle fonctionne à travers des réseaux qui peuvent toujours être piratés. C'est un des avantages du système de la connexion. Et ça parce que par rapport à la ça pose des problèmes de presse de communication. Vous envisagez de le commercialiser à quel prix? Alors la machine que vous avez devant vous, c'est entre 10 et 15 000 euros. La machine qui est grand public, qui sortira au début de l'année prochaine, en janvier, c'est à 2 000 euros. Elle est un petit peu plus petite, mais elle a les mêmes performances audio-vidéo et mouvement. Elle est simplement beaucoup moins autonome en termes d'énergie.
c'est 8-10 heures, l'autre ça sera plutôt 2-3 heures, parce que les usages familiaux sont suffisants. Et évidemment, elle est moins robuste au niveau, celle-là, on travaille. Et on a également des versions outdoor, des versions qui sortent. Notre gros succès de ça, c'est d'ailleurs une question intéressante, c'est une implantation que nous avons faite dans les lycées, dans la région Rhône-Alpes, pour des élèves qui sont handicapés ou qui sont malades, et qui suivent les cours, et qui qui accompagnent leurs compagnons, enfin leurs collègues, leurs potes d'école, dans toutes leurs activités, mais à travers un robot. Et les deux gamins qui sont actuellement en ligne, parce qu'on en a deux qui sont très malades, qui sont en ligne, bien sûr, sont ravis parce qu'ils ont retrouvé du lien social qu'ils n'avaient plus, étant isolés dans leur chambre toute la journée. Donc c'est une jolie application, mais qui montre surtout que ceci va se banaliser. Je ne serais pas étonné, Alain, que dans 2-3 ans, quand on fait la même conférence dans le fond de la salle, il y a 4 mecs en téléprésence qui soient là à écouter, à intervenir, à discuter. Tout à fait. Moi, je peux vous dire que les prix sont encore un peu élevés pour un cabinet d'avocat, mais quand j'ai pris le contrôle, à la fois Bruno n'était pas là, mais j'étais à Paris, je voulais le voir, au lieu de lui téléphoner, je me suis branché sur, ils en ont 4 dans leurs locaux. J'ai pris le contrôle d'une des machines, la même, et j'ai été voir dans le bureau de Bruno, qui est un peu transparent quand Bruno n'était pas là, mais ça modifie même la règle du jeu. Il faut savoir quand même que, sur le plan oral, 60% du message est purement de la gestuelle. C'est aussi une très grande différence avec la vidéo. C'est-à-dire que vous avez une vraie gestuelle. En avançant, en bougeant, en réagissant, vous avez une autre compréhension du message. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Moi, là où où je suis complètement épaté par ce type de robot, c'est les nouveaux usages que peut avoir la nuit. Par exemple, Bruno n'a pas parlé, mais la possibilité d'utiliser ce type de robot dans les musées la nuit ou de faire des salons. Je l'ai utilisé, ce robot, à Laval. Ça modifie aussi complètement le rapport à la distance. Une autre question? Oui. Oui, pardon. Allez-y. C'est une remarque plus qu'une question. Je pense qu'à propos de la dédramatisation liée à l'autonomie et au pouvoir de décision, il me semble intéressant de faire remarquer aux gens que ça existe déjà dans des tas de systèmes qui ne sont pas des robots et dont les conséquences vitales sont bien plus grandes que celles qu'on peut attendre, par exemple, de celui que vous manipulez en ce moment. En particulier, tous les systèmes de sécurité embarqués à bord des voitures aujourd'hui qui prennent des décisions de freinage, de direction, etc. Il y a des enjeux de sécurité vitaux qui mettent en jeu la vie des personnes. Et aujourd'hui, bien entendu, ça génère aussi des peurs, hein, mais ça génère des peurs chez un nombre de personnes qui est relativement restreint. Il n'y a pas de raison qu'à partir du moment où on parle d'autonomie de robot, ça génère une peur plus grande. Parce que finalement, le fond est le même. Il n'y a que la forme qui change. J'aimerais tant que vous ayez raison. J'aimerais tant que vous ayez raison, c'est-à-dire que les gens, dans les améliorations automobiles, notamment dont vous parlez, vous avez une perception que ce sont des automatisations. Et les gens acceptent cette limite de l'automatisation. Même si vous avez fondamentalement raison, qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par ces systèmes qui pourraient être apparentés à des, on va dire, des proto-robots ou pour faire un jeu de mots, en gros, juste avant la robotique complète, parce qu'un électrifiant pourrait être assimilé à un proto-robot. Néanmoins, dès que vous utilisez le mot robot, dès que vous rentrez dans, vous déclenchez tellement une réaction. Alors, c'est là qu'est la grosse difficulté de cette limite de régulation dont nous parlons. C'est que d'un côté, nous vivons aujourd'hui
d'abord et avant tout comme la machine qui a la fonction principale. C'est juste ça. Quand on dit de gens ou ça banal, pas du tout. Ça effraie une partie très importante de la population et pas forcément les plus anciens. Parce que vient se rajouter la couche psychologique de l'emploi, il fait que plus on va donner entre guillemets de droit au robot, de droit à la robotique, plus on va mettre en danger notre vie sociale telle qu'elle est aujourd'hui. C'est une réalité à vous projeter. Oui, ça je ne dis pas le contraire. Je parlais juste des peurs qui sont liées à la prise de décision, à l'autonomie et à la prise de décision. Oui. Place. Et la prise de place. On voit ça dans les cours à la faculté. Et si on fait prendre ma place, est-ce que je vais pouvoir contrôler? Et toute cette... Alors ça, c'est un sujet, bon, ça nous amènerait bien trop loin pour aujourd'hui, mais la robotique va bien changer effectivement la notion de contrôle, et elle va même changer probablement dans certaines fonctions la notion du travail. C'est-à-dire que où est la valorisation du travail de certains métiers? Aujourd'hui, on a fait, parler de la médecine, c'est un bon exemple, on a énormément technicisé, entre guillemets, ce qui permet beaucoup plus facile. Donc ça change la notion de travail, virgule, de formation à ce travail, parce qu'effectivement, ce qu'il y a le plus long, c'est le paradoxe de c'est que l'éducation se retourne, et que les jeunes apprennent la technique aux anciens de leur apprendre autre chose, l'humanité, le respect, l'expérience. Donc ça va être une vraie question de savoir comment on va transformer également les êtres humains qui sont assistés par des robots. Effectivement. On dit que dans quelques années, les robots seront beaucoup plus compétents que les médecins pour faire le diagnostic. Donc, formellement, Laurent Alexandre a raison. Mais il leur manquera quelque chose de fondamental, c'est qu'ils détectent par exemple une maladie très grave auprès de quelqu'un, ils ne sauront pas avoir cette fondamentale humanité, cette connaissance qui m'est arrivée personnellement. Quand j'ai appris que mon fils était en maladie terminale, c'était un petit garçon, heureusement qu'il y a eu des médecins qui, post-diagnostic, donc qui pourrait être fait par n'importe quelle machine, puisqu'elle a été faite par une machine, ce diagnostic était une analyse de sang. Donc ils ont fait une analyse de sang qui a conclu à quelque chose, et voilà, et le résultat était là. Et heureusement qu'il y a eu ce tampon d'humanité pour amener les choses. Également, heureusement qu'il y a eu aussi ce tampon d'humanité, alors qu'il a été suivi toute sa vie par des machines, qui étaient robotisées, pas vraiment, mais des machines de surveillance, à la fin, pour assister aussi les gens dans les phases cliniques. Donc, je crois que justement, le médecin, l'enseignement de la médecine va basculer peut-être vers moins de techniques gestuelles et plus d'humanité et de relations humaines. Et donc là, de nombreux médecins avec qui j'ai parlé, je ne suis pas forcément du. Ça va augmenter. Voilà. Très bien, Bruno. Merci beaucoup de nous avoir consacré autant de temps. Je vous salue, je vous souhaite une bonne journée de travail, et puis là, on se revoit bientôt pour mettre des conclusions. Avec grand plaisir, Bruno. Et là, vous voyez, je vais me retourner et je vais me débrancher. Bonne journée. Au revoir, Bruno. Merci. Très heureux d'avoir pu organiser avec Bruno cette présence effective. Je vous propose de prolonger, et c'était important qu'on ait cette réunion avec Bruno, indépendamment de sa vision stratégique, bien évidemment, c'est aussi le fait que lui et moi on partage la nécessité d'un cadre juridique, et c'est très bien de le penser effectivement à 5 ou 10 d'aujourd'hui. Donc, il propose une réflexion. Alors, c'est vraiment une réflexion. Donc là, vraiment, moi, je suis très, très heureux. C'est-à-dire que 35 ans après avoir créé le droit de l'informatique, ça en petit coin,
Donc là, j'ai proposé au niveau mondial donc un nouveau droit. Alors pourquoi au niveau mondial? Eh bien parce que la totalité du réseau que je préside a travaillé sur le droit des robots, et donc dans tous ces pays-là, tous les spécialistes qui sont associés avec moi ont raisonné sur ces problèmes-là. Je vous invite il y aura pour les 5 ans du réseau l'année prochaine à Paris. Vous êtes bienvenus. Une confrontation de ce travail qui est le droit des robots dans chacun de ces pays, à travers effectivement la théorie que je vous propose de réfléchir avec vous. Donc les enjeux, c'est clairement le développement de l'innovation. Les défis aujourd'hui, c'est clair, c'est le régime de responsabilité. Les tendances, c'est que malheureusement, au lieu d'avoir une réglementation pour les robots et ensuite d'avoir des réglementations sectorielles, on est tout de suite parti sur des réglementations sectorielles. Il y a maintenant, par exemple, le droit des drones. Les drones sont un robot comme un autre, donc réglementation sur les droits des drones. Et puis les voitures autonomes, qui sont là encore des robots. On verra sur la prise de décision. Mais si on regarde aujourd'hui deux catégories, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît. Deux catégories, les drones, droit des drones, les voitures connectées, droit des voitures connectées. Et donc, si on continue comme ça, on va avoir une segmentation dans laquelle on n'aura pas forcément une vision globale, puisque à chaque fois, on a essayé de trouver des solutions qui sont propres à ce type de robot. L'actualité, c'est les nouveaux robots, c'est l'arrivée clairement des robots de type téléprésence et les robots de type émotionnel. Donc, une réflexion avec vous sur robots et droit. Je vous propose d'examiner la problématique, qu'on partage ensemble les questions, de regarder la régulation telle qu'elle existe aujourd'hui par le droit, parce qu'il n'y a pas de zone sans droit, et par l'éthique, parce que, comme toujours, les technologies avancées sont toujours prises, on l'a vu avec la biotechnologie, comme si le droit n'était pas capable de donner une solution, et comme s'il fallait obligatoirement ajouter à la couche de droit une couche éthique. Je vous propose de raisonner sur ma théorie, donc la personnalité des robots, et de voir quelles peuvent être les tendances à travers cette nouvelle théorie du droit, et de voir si elle a une chance de devenir un standard mondial. Donc, tout d'abord, les problématiques. Dans ces problématiques, je vous propose de regarder les définitions, de regarder l'écart qu'il y a entre la réalité et la science-fiction, et l'idée c'est de faire un droit de réalité, pas un droit de science-fiction. Yves Gély, qui est dans la salle, qui est un merveilleux photographe des robots, disait: je les ai photographiés en sortie des laboratoires, et effectivement les robots sont en sortie de laboratoire. Je vous propose de regarder son œuvre. J'ai ici un de ses livres magnifiques. Et on voit bien que c'est plus de la science-fiction. Et comme un photographe animalier, il a pris les robots dans leur jus au moment où ils disent au revoir la science, bonjour la réalité. Et puis je vous propose une autre problématique extrêmement importante, qui modifie aussi beaucoup la règle du jeu, notamment qui distingue les robots industriels de ces robots serviciels, c'est la coopération en machine. Dans les robots industriels, les systèmes sont non coopératif, c'est-à-dire qu'il y a une prison virtuelle, et lorsqu'on rentre dans la zone de mouvement du robot, alors le robot s'arrête. Ici, c'est bien le contraire, c'est pas d'avoir deux zones, mais bien une seule zone en partage. Et ça modifie aussi beaucoup l'état du droit. Donc, mettons-nous d'accord sur une définition. Donc, j'ai écrit une charte des robots et ma définition des robots. Alors je dis la mienne, non pas par manque d'humilité, mais c'est surtout parce que il faut prendre des risques. Voilà, il faut prendre des risques avec ce que ça veut dire. Donc j'appelle robot une machine intelligente. Vous avez vu que c'est à peu près la même définition que Bruno. Pouvant prendre des décisions, ça c'est le point qui est clé.
ne se réduisant pas à des automatismes, pour prendre l'exemple de Bruno des proto-robots, se déplaçant de manière autonome dans des environnements publics et privés et agissant en concertation avec les personnes humaines. C'est l'ensemble, il avait 3 caractéristiques Bruno, j'en ai 4 parce que effectivement j'intègre la concertation avec les personnes humaines, mais il l'avait implicitement. Ça c'est ma définition. Et je suis parti de l'idée, il y a 5 ans quand j'ai commencé à travailler sur ces thèmes, qui était que le droit des grippins, je suis pris d'abord aux cafetières, puis après aux grippins. Il paraît que les grippins, c'est encore plus idiot que les cafetières. Moi, j'aime bien les grippins. Donc, que le droit de la garde. Et que tous les droits à travers le droit des objets est totalement inapproprié. De l'autre côté, les robots, ils sont pas en position d'être humains aujourd'hui, si on fait du droit d'aujourd'hui. Si on se projette à 10 ans, vous avez vu que le mécanisme, les gens qui appartiennent au courant H+, transhumanisme, il y a une présentation de ce courant dans Wikipédia extrêmement bien faite sur le transhumanisme, qui sont donc les gens qui pensent que les solutions de demain, c'est les technologies en germe d'aujourd'hui, technologies informatiques, communication, robotique et biotechnologie. Et notamment, Ray Kurzweil donne un point de singularité qui est le moment où les robots seront supérieurs à l'homme. Et la tendance est 2025-2030. Ça veut dire que la plupart d'entre vous, moi je suis un peu plus âgé, mais vous allez vivre ça. Et en tout cas, les enfants, eux qui iront en maternelle, ils vont être peut-être en challenge avec des robots en train de leur enseigner ce qu'ils ne savent pas. Donc c'est l'enjeu aujourd'hui. Moi, il me semble, en tout cas, je ne me situe pas dans ce système de confrontation. Ce qui me paraît évident si je veux faire du droit d'aujourd'hui, et je conseille mes clients aujourd'hui dans la robotique, c'est de penser que les 2 systèmes seront tangentiels. Et que les humains vont être augmentés, comme vous avez parlé, monsieur, et donc on va aller vers toutes les stratégies de bionique, mais que les robots vont être humanisés. Et notamment, la première humanisation qui va venir immédiatement, c'est la peau. Aujourd'hui, on sait faire les imprimantes 3D de peau sans aucun problème, et donc ils vont être couverts de peau. Et donc, j'ai tendance à penser que sur les 10 ans qui viennent, et je ne suis pas suffisamment fort technologiquement pour savoir si Ray Kurzweil a raison ou non, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que dans les 10 ans à venir, ils vont se rapprocher. Ils vont tangentiellement, et je reviendrai là-dessus, et cette tangentielle, elle est très conséquente sur le plan juridique. Autant que vous voulez, bien sûr. C'est d'autant plus que ça n'existe pas. Mais peut-être que je vais le faire exister. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Oui, allez-y. Peut-être une précision sur le mot intelligent. Le mot intelligent revient très souvent. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, le mot intelligent n'est pas encore tout à fait clair. Qu'est-ce qu'on appelle une machine intelligente? Quel est le contour de cette intelligence? C'est pouvoir prendre des décisions. C'est-à-dire la grande différence entre un robot au sens de cette décision et un automate, c'est que l'automate est dans un système de décisions qui ont été préprogrammées. Et il a un peu, c'est pour ça qu'on parle aussi, tout ça n'est pas de rupture complète, c'est quand même un continuum. C'est ce que disait Bruno quand il parle de proto-robot, c'est qu'avec tous les capteurs, il y a quand même une intelligence de réaction. Mais on va appeler au sens. Alan Turing a défini son test. Vous savez, Alan Turing, en 1950, définit le test suivant, c'est le père de l'informatique, en tout cas l'informatique processuelle. Il dit qu'un robot est un humain seulement si les humains ne distinguent pas les robots, que c'est un robot, pendant effectivement une période de temps de 5% et pour un taux d'erreur de plus de 30%. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ça, je propose de relire les textes, il est sur l'internet, vous mettez Alan Turing test 1950 et vous le trouverez, le texte est fantastique. Voilà. Donc l'idée ici d'intelligence, c'est qu'il n'obéit pas à un programme défini. Il a un programme effectivement de pensée, comme votre cerveau, je ne sais pas comment il est, mais c'est comme ça, voilà. Il a des capteurs, voilà.
et il va prendre une décision en fonction d'une règle d'apprentissage. C'est ça qu'on va appeler intelligence, c'est-à-dire la liberté, au sens de ça, au sens des chemins de la liberté. Alors, ces chemins de liberté en fonction de probabilité. Peu importe la technologie qui va être, généralement c'est des réseaux neuronaux de type bayésien, sur le plan de la stricte fonction mathématique, mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'à aucun moment, personne ne lui a imposé cette décision, il l'a prise en conscience. Il l'a prise en conscience par rapport à sa compréhension de l'événement. Exactement comme un enfant. Il est dans la même situation qu'un enfant. Et on va revenir sur cette décision, ce qui est important, pour dire que pour moi, le responsable, c'est celui qui fournit la plateforme d'intelligence. Voilà. J'invente un système en cascade. Et le deuxième, c'est l'utilisateur. Et pourquoi l'utilisateur? Parce qu'aujourd'hui, les machines de ce type sont des machines qu'on appelle d'apprentissage profond, deep learning, c'est-à-dire d'être capable d'apprendre, et notamment d'apprendre des concepts. Vous avez vu que la société qui avait acheté Google a découvert le concept de chat. C'est pas pareil de comprendre de l'information et d'intégrer un concept qu'on n'avait pas. Donc, c'est ce qu'on appelle les machines profondes, l'apprentissage profond. Deux robots entre deux utilisateurs différents ne donneront pas effectivement une attitude du robot identique. Et donc la capacité d'apprentissage du robot est extrêmement importante et la capacité effectivement d'utilisateur à lui apprendre des choses est extrêmement importante. On est dans la même situation par analogie avec un enfant. Et c'est l'interaction entre sa capacité d'apprentissage et la capacité d'utilisateur à l'utiliser qui constituera le fait qu'il n'y aura jamais de robots identiques, bien qu'ils ont été fabriqués avec les mêmes systèmes, avec les mêmes logiciels. C'est fantastique. Fantastique. Donc, je fais une distinction par rapport aux automates qui sont des procédures statiques, et la différence avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il est autonome. Une autre façon de le dire, c'est qu'il est autonome, c'est qu'il vous obéit pas. Et en ce sens, ça ne peut pas être le propriétaire qui est responsable. Il n'obéit pas. Il a sa propre autonomie. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une classification sectorielle, soit en machine, les directives machines, pour des robots qui manquent pas d'intelligence. Hein. Un robot qui est un seul bras, par exemple, et qui est capable de distinguer une pièce et de la soulever sans la casser et d'avoir un grip suffisamment tenu en fonction du poids, c'est très très compliqué. Donc il y a une vraie intelligence des formes et d'analyse. C'est la directive machine. Aujourd'hui, on a un droit des drones et aujourd'hui, on commence à avoir un droit des voitures autonomes, notamment aux États-Unis, j'y reviendrai. Pour la science-fiction, les fameuses 3 lois, plus la 4e, que vous connaissez tous d'Asimov, clairement, ce sont des règles qui ont un sens, mais ce sont des règles éthiques, et c'est des règles que moi, j'ai transformées pour les clients que je conseille en robotique, et pour lesquels on fait deux choses, des conditions générales et des chartes, eh bien entendu, on applique ces lois, notamment effectivement la deuxième. Le régime de responsabilité tel qu'il existe aujourd'hui, on voit bien qu'il est totalement inadapté. On ne peut pas travailler sur les assurances telles qu'elles existent aujourd'hui pour les choses. Elles ne bougent pas sauf les assurances de choses explosives. Donc aujourd'hui, prendre un contrat d'assurance de type bien mobilier corporel et l'appliquer à ces machines n'a pas beaucoup de chance. La responsabilité contractuelle, elle suppose qu'il y en a un des deux qui dirige. Or, la machine, elle dirige pas, sauf à inventer une responsabilité contractuelle. La responsabilité intellectuelle, elle marcherait à condition de donner des droits et des obligations aux robots. Le droit expérimental, ici, c'est une possibilité. Les autres éléments, pour moi, c'est clair. Il faut mettre en place un régime juridique spécifique. Et puis, il faut voir, on le voit avec Nao. Nao dit aux enfants autistes, merveilleux, quoi. Nao, si vous avez des enfants, il y a l'atelier d'Aldebaran ici, les Mounos, c'est absolument merveilleux. Donc, on est passé sur un système de protection. Donc, on se protège du robot. On a appliqué le principe de précaution et en fait, ce qui reste à créer,
c'est vraiment la coopération homme-machine. Et dans cette coopération, dans la mesure où le robot est en processus d'apprentissage et qu'il doit travailler l'un avec l'autre, on ne peut pas être aujourd'hui dans un système de type cage virtuelle, ça n'a pas de sens au regard de la disponibilité des technologies. Mais bien évidemment, cette machine, elle ne doit pas renverser une personne, cette machine ne doit pas rester notamment devant une zone d'issue de secours. Comment on fait en sorte qu'elle ne gêne pas les issues de secours? Que celle-ci n'est pas capable de descendre un escalier. Donc, elle ne doit pas être dans une zone de sortie de secours, ce qui veut donc dire à réinventer des zones d'interdiction, des zones de coopération, une nouvelle forme sur l'environnement. Et c'est ce qui se passe avec la ville intelligente, avec deux approches des villes intelligentes. Une approche mobile vers infrastructure. Est-ce qu'on met l'intelligence dans le mobile? C'est le problème, par exemple, des voitures de type Valeo qui vont se garer. Ou est-ce que c'est infrastructure? C'est l'infrastructure qui est intelligente. Et à ce moment-là, l'infrastructure dit au robot, tu ne peux pas passer ici, interdiction. C'est ce qui se passe pour vous, parce que c'est l'infrastructure qui vous commande. C'est pas vous qui commandez. Hein, quand vous avez dans un parking sens interdit, c'est l'infrastructure qui vous le dit. Donc, les coopérations en machines qui sont à réinventer ne sont pas simples. Il y a par exemple un robot, ça fera plaisir à Accor dans la salle, il y a un robot aux États-Unis qui accueille les clients, hein, à Los Angeles, pour lesquels les clients réagissent plutôt assez bien. Donc là, c'est clair qu'il est en coopération, il les prend à l'arrivée, il les amène jusqu'à l'ascenseur, après avoir fait les premiers éléments d'identification. Donc voilà les problématiques. Alors, quelles sont les régulations par le droit et l'éthique? N'hésitez pas à intervenir. Alors, au niveau du droit, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de cadre particulier. On a plutôt des fonctions en fonction des composants. On a la directive machine, qui est le point le plus difficile à passer. On a la responsabilité du fait des produits défectueux. On a le droit des logiciels, puisque clairement la plateforme d'intelligence ou la plateforme d'autonomie, c'est du logiciel. Et puis on a bien entendu tous les fichiers de données. Un élément qui s'est fait sans droit, et que disait Bruno, c'est que si je prends la chirurgie robotisée, ou si je prends l'atterrissage d'avions, sans qu'on dise pas grand-chose, par des réglementations sectorielles, non partagées avec le grand public, plutôt basées par une organisation de normes internationales, notamment pour l'interopérabilité de tous ces systèmes, on passe d'une décision par ordinateur à une réaction par l'homme. C'est-à-dire que c'est la machine qui est en action, l'homme n'ayant qu'une possibilité de réaction. Et encore, dans certains cas pour les avions, on lui empêche, si l'ensemble des paramètres de sécurité de la machine se trouvent acquis, alors l'homme ne peut pas prendre la main sur la machine. Donc, aujourd'hui, le passage, c'est la machine qui agit, l'homme qui est réaction, on passe d'un régime juridique, sans rien dire, d'une domination homme-machine vers un système de domination machine-homme. Et ceci se fait dans quasiment tous les secteurs où la robotique s'est introduite. Je ne pense pas qu'on pourra laisser très longtemps ce droit larvé. Oui. Aujourd'hui, des machines qui sont dans la médecine, par exemple, sont associées aux examens complémentaires. Oui, à tout. Et c'est elle qui donne la réponse, l'humain n'étant là qu'en position de réaction. Alors qu'en réalité, déjà aujourd'hui, la machine a plus de vent. Oui, c'est le cas dans la chirurgie et c'est le cas. C'est du droit larvé. Et qu'on ne dit pas au grand public. C'est-à-dire que par rapport aux peurs dont on parlait,
il y a aujourd'hui un abandon d'indépendance humaine. Vous confiez à une machine d'atterrissage et elle le fera mieux que vous. Mais sauf si vous, dans le cas des accidents d'avion, pilote met la machine en contrôle. Il ne peut pas le faire maintenant. Après l'affaire de Montsoutzil, il ne peut pas enlever les paramètres, il ne peut pas prendre la main sur les paramètres de sécurité de l'avion. D'abord parce qu'il ne voit rien. Il faut bien voir qu'il ne peut rien voir, à part le pilote à l'intérieur de l'avion, d'accord, en position d'altitude. C'est un peu différent en position d'atterrissage. Mais en position d'altitude, il ne voit rien. Il est totalement guidé que par l'instrumentation de bord. Or, l'instrumentation de bord, elle est mieux comprise par l'ordinateur que par nous. Alors sur le Rio Paris, il semblerait que les pilotes ont lutté contre la machine. C'est ça. Il semblerait que ce soit ça. Et qui n'ayant pas suffisamment d'expérience, ils ont lutté contre la machine. Oui. Et aujourd'hui, il faut savoir que ce cadre d'inversion entre une logique d'action sur une logique de réaction, à travers les normes internationales, notamment ISO, c'est un droit à l'arrêt. Et ça, par rapport à ce que vous réfléchissez, il y a des choses extrêmement importantes qui sont absolument extraordinaires. De penser qu'on a abandonné aux machines parce que ces machines sont vues comme des automates alors qu'elles ne sont absolument pas des automates. Oui, monsieur. Oui. Il y a monsieur, allez-y. Dans le cas de l'avion, il s'agit de système déterministe. Oui. On oppose à l'avion les certifications. Ce que je note tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas sur un système déterministe avec sur un système qui a connu, qui peut avoir des réactions. Oui, je ne suis pas sûr qu'ils soient totalement déterministes. Hein. Ouais. Ils sont certifiés, mais de plus en plus, il y a des logiciels d'analyse causale qui sont plutôt bayésiens que déterministes, qui sont plutôt probabilistes. Ah, ou alors vous prenez vos déterministes au sens de répétibilité de l'opération. Même cause, même effet. À probabilité. Il y a quand même un calcul de probabilité. Il y a quand même un calcul de probabilité. Il y a des enveloppes de vol. Oui, c'est ça. Vous êtes dans l'enveloppe de vol. Oui. En ce sens, vous pouvez dire que c'est déterminé. Et les systèmes qui sont dedans, en fait, sont déterminés. Oui. Peut-être que j'imagine avec un oui. On est la possibilité. Comme dans un bâtiment, donc comme dans l'enveloppe de sécurité d'un bâtiment. Vous voyez, une fonction mathématique. Dans les avions, c'est la question. Il n'y a que le pilote. Oui, mais faisons un droit d'aujourd'hui. Il faut être clair. En tout cas, la cohérence d'aujourd'hui que je vous propose, et le droit que je vous propose d'écrire si ça vous intéresse, c'est aujourd'hui, et là Bruno a raison de dire attention, on écrit un droit pour aujourd'hui, et écrivons-le en se positionnant de ce qu'on peut anticiper raisonnablement. C'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que cette règle-là, elle va se généraliser. Vous parliez de Laurent Alexandre. Je connais bien Laurent. Absolument fantastique. Je me dis, je ne suis pas. Il a une chose utilisée dans le futur arrivé qui se passe. Léa scientifique, je fais un peu. Laurent, il défend l'idée, il défend deux idées importantes. Laurent, c'est lui qui a écrit l'ouvrage La mort de la mort. C'est un garçon absolument fantastique, intelligent. Et Laurent, il définit aussi l'idée qu'il faudra redéfinir des règles de vie. Il est dans la même positionnement. Et cette règle-là, il faudra la réécrire. Mais si Laurent donne l'exemple de Watson, et c'est un médecin par ailleurs, il donne l'exemple de Watson pour le cancer de la langue, diagnostique 90% des cancers de la langue. Alors que les grands professeurs avec lesquels il est en compétition intellectuelle ne font que 50%.
qui veut donc dire qu'il y a toutes les chances, sur des éléments productivistes, des éléments économiques, que la main sera restée à Watson. Et Watson aujourd'hui, il va parler de compliqué, et Watson aujourd'hui est en train d'être utilisé par des banques et par même des juristes. Dorénavant, c'est des systèmes il devra avoir plus confiance dans ces questions de décision. Et là, une fois que je suis dans une décision, non, la machine qui pense. Et on rentre dans une logique de ce type, et il y a une vraie réflexion, c'est en ça où le droit des robots ne peut pas être le droit des grippins. C'est pas possible, c'est pas des choses. Le médecin, c'est pas l'ordonnance. Le fait qu'il soit fait par la machine. Le médecin ne peut pas signer l'ordonnance. Oui, mais c'est bien en réaction. C'est bien, vous changez le régime de domination. Et aujourd'hui, c'est le cas, ce qui est important pour nous. Nous sommes dans la logique de l'action aujourd'hui. Toutes les normes, parce que le droit, il se fait aussi par les normes industrielles, sont aujourd'hui dans ces démarches. Pourquoi? Parce que l'homme est rationnel. Et dès le moment où 90% des diagnostics sont faits par la machine, et il n'y en a que 50 qui sont faits par les grands producteurs, laissons la machine agir, allez dire, voilà, tout ça. C'est une décision intelligente de compétitivité. Le droit va évoluer à être collectif comme la machine. C'est clair. C'est clair, mais par contre, ça, le grand public n'est pas prêt à n'est pas prêt à appliquer. Ça, c'est un des clés d'apprentissage du grand public. Et c'est quand même grave, cette décision. Parce que ça veut dire qu'on va vers des décisions probabilistes. Oui. On va vers des décisions probabilistes. Mais est-ce qu'on peut anticiper, parce que le droit est quand même toujours un peu en retard sur les faits, donc se projeter dans l'avenir, c'est vraiment en décalage par rapport à la réalité. La réalité, elle est au fond, dans la vie quotidienne, c'est la responsabilité du propriétaire d'objet, c'est la responsabilité du constructeur, et c'est ce qui régit aujourd'hui. Donc, comment anticiper, être en avance et élaborer. Vous avez un bel exemple avec Informatique et Liberté. Comment? Vous avez un très joli exemple avec Informatique et Liberté. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire des principes qui sont neutres technologiquement, qui sont universels et qui portent des valeurs, ben vous avez Informatique et Liberté. Informatique et Liberté, il est né dans les mainframes avec l'article de Philippe Boucher, Safari ou la chasse du français. Il est resté pertinent sur les mini, il est resté pertinent sur le PC, il est resté pertinent sur l'Internet 1.0, il est resté pertinent sur l'Internet 2.0 et il explose sur effectivement l'Internet 3.0. Je vais vous montrer là. Effectivement, de 1978, 35 ans après, la règle, effectivement, aujourd'hui, n'est plus adaptée. Mais elle a quand même tenu 35 ans. Si le droit que je vous propose tient 20 ans, c'est pas mal. J'ai une ambition qui est beaucoup plus restreinte, mais 35 ans, c'est déjà bien. Parce qu'à l'époque, c'était les mêmes qui disaient qu'on ne peut pas faire une loi pour l'informatique, ça change trop vite et autres. La loi, elle est restée totalement pertinente. Moi, j'ai débuté en 1900. J'ai prêté serment le 5 mai 1972. Et effectivement, la loi informatique Vichy Liberté, c'est aujourd'hui qu'elle pose problème. Alors, il y a un deuxième élément qu'il faut faire attention, sur lequel, dans la plupart des pays démocratiques, il y a l'éthique. Alors, c'est quoi l'éthique? L'éthique, elle est inframorale, elle est supra-juridique. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'une éthique dans les robots? De manière générale, est-ce qu'on a besoin d'éthique? C'est une vraie question. C'est une vraie question.
On a l'exemple des biotechnologies, où effectivement, malgré la loi sur la biotechnologie, on a dans tous les hôpitaux des comités effectivement d'éthique, on a le comité national d'éthique, et on voit bien qu'il joue un rôle merveilleux. Le CNRS, par exemple, a un comité d'éthique. Donc, un des plus grands centres de recherche du monde, aujourd'hui, il y a un comité d'éthique qui joue un rôle extrêmement important. Faut-il créer des comités d'éthique en matière de robots? Je vous donne un exemple. Des décisions qu'il faut mettre en place entre démarche juridique et démarche éthique. Vous avez une voiture autonome qui a des capteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, les robots ont une capacité d'interaction avec l'environnement bien plus grande que les humains, puisque les robots voient dans des zones beaucoup plus larges, ils entendent dans des zones beaucoup plus larges, ils ont une capacité d'analyse de l'ensemble de leur environnement chimique bien plus large que la nôtre en termes de compétences, en termes de technologie. Dans ce cadre de figure, ils ont une capacité de réaction plus vite. Vous avez devant, vous avez un homme avec un petit enfant, un homme âgé avec un petit enfant. À l'arrière, la caméra, elle voit qu'il y a deux enfants non attachés. Elle a tout le temps pour freiner. Elle freine, elle sauve effectivement les deux vies devant, et les deux enfants vont être percutés. Elle freine pas, elle sauve les deux vies derrière, et par contre elle sacrifie. Quelle est la décision? Je vais prendre l'exemple des robots. La petite fille, et effectivement, vous faites quoi? Vous faites une combinaison barycentrique, vous faites une moyenne quadratique, vous calculez le taux effectivement de gain des impôts de la première à la deuxième face aux deux autres. Vous voyez, une question immédiate qui pose la question, relève-t-il du domaine du droit, un peu comme la théorie des courants, ou révèle effectivement de l'éthique. Ça pose la question aussi de la valeur de la vie, parce que la valeur de la vie d'un enfant est la même. Aujourd'hui, vous l'avez, hein. Vous l'avez avec des tableaux des préjudices corporels. Aujourd'hui, vous avez des vous savez combien vaut en moyenne en France une personne âgée, un enfant. L'angoisse de la philosophique, savoir est-ce que la mémoire, l'expérience d'un adulte de valeur que le potentiel. Non, mais là, c'est une décision que vous allez apprendre. Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que j'ai un papa de 82 ans et un petit fils de 2 ans. Comme tu as dit, j'ai vu qu'il y avait une petite fille de 3 ans qui avait un iPad. C'est ça, mais sur le téléphone, c'est arrivé, j'ai donné l'iPad à mon papa et l'iPad à l'iPad à mon petit fils. Plutôt, cas de temps, c'est-à-dire d'utiliser l'iPad de commande de format après une fois de la chance à toute cette. Donc, je veux dire, là, l'expérience, c'est 0. Et c'est pas lui. Et il sait comment faire le faire. Mais l'éthique, l'approche éthique appliquée, c'est plus complexe que ça. Donc, la question qu'il reste à poser, c'est est-ce qu'il faut introduire un comité d'éthique pour réguler les robots? Disons autrement, par exemple, une question que je vous pose, qui m'intéresse par ceci, est-ce que les entreprises qui aujourd'hui construisent des robots et mettent à disposition des robots doivent-elles avoir un comité d'éthique un peu comme ça? C'est ça la question. Dans les robots, l'armée, par exemple, Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour tout ce qui est opérationnel, on n'a pas de comité d'éthique. Alors vous avez. Vous présentez-vous parce que moi je vous connais et c'est important d'avoir des gens comme vous.
Non, alors peut-être qu'il y en a au service de santé des armées, mais ça n'a rien à voir, et pas genre des robots ou des drones. Google a un comité d'éthique. Pour le droit à l'immobilier. Comité d'éthique, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. C'est la question que je vous pose. Moi, j'ai résolu ces questions-là, mais pour l'instant, l'intérêt de cette conférence, c'est la première que je fais les conférences dans le monde, mais pas de son développement avec les spécialistes comme vous. Vous avez, sachant que la Corée du Sud a approché le charpétique des robots en 2007. Il y a des groupes de travail en France, aux États-Unis, aux USA, sur lesquels ces groupes ont tendance à s'orienter vers l'économie d'éthique. Vous avez raison de faire. Culturellement, c'est différent, mais la technologie est la même. En l'occurrence, si je prends Nao Paper, qui est fabriqué en France, qui a été conçu et réalisé en France et qui aujourd'hui est utilisé au Japon, c'est une vraie question qui se pose. Alors moi, j'ai répondu oui. Moi, je conseille aux entreprises. Alors, je conseille aux entreprises fabricantes d'avoir un comité d'éthique, mais demain, si un grand hôtellerie française comme à Los Angeles décidait de mettre un robot, je pense qu'il serait intéressant de mettre un comité d'éthique autour de ce robot. Au moins pour l'acceptabilité sociale. Mais ça reste à discuter, vous allez mettre de l'action, hein. Mais c'est intéressant d'être avec vous là-dessus. Je continue. Le cadre contractuel, des conditions générales de vente. Moi, je sors la plateforme d'intelligence artificielle. La conformité aujourd'hui, n'a plus beaucoup de sens. Pour parler comme monsieur, on n'est plus dans une enveloppe déterministe. Et il a raison. Ce concept d'enveloppe déterministe est un élément extrêmement important dans la certification. La notion de transfert de risque me semble pas applicable. Le transfert de risque qui voudrait que quand la machine soit entre les mains du propriétaire, il y a transfert des risques du vendeur vers le propriétaire me paraît absolument aucun sens, puisque c'est la plateforme de l'IA qui est effectivement la plateforme d'autonomie, et donc la notion de transfert de risque pour moi implose. Les garanties de la même manière, sauf pour la mécatronique bien sûr, hein. Par contre, il faut revisiter la notion de maintenance. Et il faut revisiter le concept de propriété. Oui, juste préciser le concept de maintenance. La mécatronique, tu vois, mais c'est autre chose. Oui, je pense au recalage des réseaux neuronaux, oui. Au versionning, par exemple, des versions de logiciels, lorsqu'on a des déclinations. Aujourd'hui, je ne pense pas que le versionning, aujourd'hui, donc X-Y, pour faire simple, il est totalement galvaudé dans l'économie d'informatique dans le monde entier. C'est-à-dire, vous pouvez passer de la 7.2 à la 9.3. Vous ne savez même pas pourquoi c'est la 7.2 et encore moins qu'à la 9.3. Je pense qu'il faudra s'arrêter. On a besoin de traçabilité, notamment sur la plateforme de communication. On pourrait en dire la même chose avec les systèmes de plateforme qui gèrent nos vies. C'est aussi tout à fait une des problématiques. Alors je vous propose, pour pas être trop long, une solution. Donc je me suis dit, après avoir réfléchi, puisque le droit des grippins ne marche pas, et plus pourquoi que le droit des humains ne marche pas, alors j'ai évacué aussi le droit des animaux. Bruno est intéressant, écrit robot R-O-B-A-U-X. Intéressant, on voit bien ce qu'il y a derrière, mais les animaux n'ont pas de le droit des animaux, c'est le droit de la sensibilité. Je pense pas encore que les robots aient une sensibilité. Ça viendra peut-être, hein, dans les robots, c'est intéressant. Donc j'ai inventé la personnalité robot. En disant que les deux systèmes vont être tangentiels, que les robots aujourd'hui se sont écartés des biens corporels. Et donc, très naturellement, j'ai inventé un nouveau genre, un homme, 2 femmes, 3 robots. Donc, si vous acceptez le genre robot,
Ben alors le reste, ça glisse tout seul. Regardez. Donc, les robots, ils ont un état civil. Ben, évidemment, il faut que je sache à qui appartient cette machine, il faut que je connaisse son nom, de toute façon, il faut que je lui parle. Donc, l'idée, c'est d'avoir un fichier recensant tous les robots intelligents et autonomes. On en a déjà, hein, c'est les fichiers automobiles. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les voitures, elles sont immatriculées. Et il y a bien un fichier de toutes les voitures. Ben, l'idée, c'est d'avoir un fichier de l'ensemble des robots. Alors, uniquement ceux qui sont en environnement ouvert. Pour restreindre, l'idée, c'est de ne pas avoir ce petit aspirateur, qui est une formalité d'immatriculation, avec un registre des robots, comme il y a un registre de commerce, analogie avec l'essai commercial, et donc un homme, 2 femmes, 3 robots, dans la mesure où ils sont autonomes, dans la mesure où ils n'obéissent pas à une situation préprogrammée. Donc un état civil, dont la partie embryonnaire est le registre d'immatriculation dans le monde entier, des voitures, ou des avions, ou des bateaux. Bon, vous voyez, là, il n'y a pas de grande raison. Ça veut dire quoi qu'on peut rajouter une part opération d'info? Les enfants et un peu. Bouvard m'a dit, j'avais été très très mauvais. Bouvard m'avait passé aux grosses têtes et vraiment j'étais. Mais bon, c'est Bouvard, lui il a un talent. Et il m'avait dit, voilà, vos clients sont des robots, tout ça. J'ai dit pourquoi pas. Et après il me dit, mais vous pensez qu'ils vont se mettre en grève? Alors, toutes ces questions, vous avez raison de les poser. Mais pour moi, c'est encore de la science-fiction. Alors qu'aujourd'hui, s'il y a un drone, il faut bien que je sache à qui il appartient, il faut bien que je sache comment le repérer. Donc, des mesures, on immatricule les voitures. Pourquoi on n'immatriculerait pas ces machines intelligentes? Ça ne me paraît pas être de la science-fiction. Deuxième élément, c'est qu'ils aient un capital. Comme les personnes morales, ben, la personne robot a un capital. A un capital parce que c'est une déclaration d'existence. Elle a un capital parce que ça dépend des risques. Elle a un capital parce que ce robot pourrait être abandonné par son propriétaire, son utilisateur, et il faut un fonds de garantie en cas de défaut. Et pourquoi pas une garantie bancaire en matière immobilière. C'est-à-dire, là encore, travailler par analogie, une personne morale, alors il y a des personnes physiques derrière, mais la personne morale a son autonomie avec des droits et des obligations. Donc, le système de responsabilité de cette société, de cette personne morale comme la personne robot comme la personne morale, eh bien l'idée c'est que le concept de notion de garde, de structure du comportement n'a pas de sens. Donc, revisite d'un régime de responsabilité avec un régime spécifique en cascade, la plateforme d'IA, responsable, l'utilisateur au regard des fonctions d'apprentissage, derrière le propriétaire et derrière le constructeur. Voilà ce que je propose comme schéma de responsabilité pour les robots dotés de la personnalité. Et une assurance obligatoire, comme on l'a pour d'autres activités. Ben, ça veut dire par exemple que si vous traitez avec certains de mes clients qui ont pris ce régime, ils restent responsables, c'est eux qui fournissent la plateforme d'IA, et donc c'est eux qui sont responsables, c'est eux qui possèdent l'assurance de premier niveau. Ce qui est intéressant à remarquer sur ce système, qui pourrait peut-être vous paraître très en avance, un peu utopique. Quand j'invente ce système, je ne pense pas aller voir la loi américaine sur les voitures autonomes. J'invente ça. Au même moment, aux États-Unis, ils décident au Nevada, dans le district de Columbia,
en Californie. Ils décident de faire une loi sur les voitures autonomes. D'abord, regardons la loi du Nevada de tout à l'heure. Conseil de la ville, elle est très petite. Au début, ils avaient mis, vous savez que les Américains commencent à réfléchir, et ils avaient mis la plateforme d'intelligence artificielle. Très vite, ils ont fait un deuxième texte qui ont annulé la notion d'intelligence artificielle et ils l'ont remplacée par la notion de voiture autonome. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas de voiture intelligente. On appelle, nous, en Europe, voiture intelligente, c'est la voiture qui s'appelle les voitures autonomes. C'est intéressant. En termes d'actualité, c'est aller-retour sur l'intelligence artificielle. Toutes les autres lois américaines sont identiques. Elles ont toutes été faites sur la structure. Quelle est l'origine de la responsabilité? Il est indiqué dans la loi en Californie, dans le sud de Colombie, que c'est la plateforme d'autonomie qui est responsable de la. Et il est même mis dans la loi une irresponsabilité du constructeur pour renforcer l'idée que c'est celui qui met l'intelligence, qu'on appelle aujourd'hui autonomiste, qui est responsable. C'est-à-dire ce système-là, elle va aider dans la norme dans laquelle il a été fait avant. Vous me croyez intelligent. La seule chose qui reste un peu d'intelligence, c'est ça. Et je vais vous dire en plus, ça, ben, j'ai rien inventé. Ceux qui me connaissent depuis des années, c'est 5 millions de dollars obligatoire. Donc, aux États-Unis, la voiture autonome ne peut être mise sur la route que de manière avec une licence expérimentale, à condition que le système respecte la totalité du code de la route, avec une responsabilité de la plateforme, une irresponsabilité du constructeur et une assurance obligatoire. Voilà les lois américaines sur les voitures. Avec ce petit jeu sur la présidence de en termes de c'est intéressant en matière de logistique. Donc, j'ai rien inventé malheureusement. La personnalité robot, je l'ai inventée. Moi, il me reste encore ça. Et la plateforme d'autonomie, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme d'IA. Comment? C'est la plateforme d'IA. C'est celle qui va décider si on tue le vieux monsieur avec son petit enfant ou on protège les deux enfants. Oui. Aujourd'hui, un drone, c'est une chose. C'est-à-dire que si un enfant. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, en l'état des droits, oui. Une manœuvre mal et son drone tombe sur la tête de quelqu'un. Oui, maintenant, pour ça, ce sont des drones dits d'aérodélisme. Vous savez, il y a deux catégories de drones. Les drones dont vous entendez parler, dont vous avez entendu parler dans le cadre notamment du survol des centrales nucléaires, ce sont des drones qui sont télécommandés. Et là, pour ces drones-là, la réglementation, elle est, est-ce que je à la distance, la réglementation des drones, deux types de drones, qui sont téléopérés, comme celui-là. C'est dans cette catégorie de robots. Elle dépend de la structure du robot, du type effectivement de capteur qu'elle a et de son autonomie. Mais dans tous les cas, ces drones-là sont des drones qui sont téléopérés. Soit téléopérés à vue, soit téléopérés à non-vue, ce qui est aussi équivalent. Il y a cette catégorie de A à G dans la réglementation. Les drones dont je parle, c'est des drones qui ont obtenu une expérimentation, notamment aux États-Unis. Il y en a un, à ma connaissance, il y a qu'une seule expérimentation aux États-Unis, sur la SCA. Il y a une expérimentation sur Saint-Gauthier en Guyane. Justement, il y a beaucoup de choses en militaire que je ne connais pas. Ce sont des drones qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas téléopérés. Ceux qui sont téléopérés, on reste dans le droit des biens. On reste responsable effectivement de celui qui guide. Avec la catégorie A, qui est la catégorie d'aérodélisme. Et la catégorie G, qui est la catégorie la plus. Là, nous parlons des drones autonomes. Ceux pour lesquels il faut une licence expérimentale, en reconnaissance en civil. Non, non. Je suis en train d'essayer de travailler avec un courtier privilégié avec ça, pour essayer de mettre un contrat, d'inventer un contrat pour les robots. Si ça vous intéresse, on va bien en parler avec ceux qui l'intéressent. J'écrirai bien le premier contrat
robots en France avec une compagnie d'assurance, sachant qu'on peut déjà prendre appui sur les contrats, parce qu'il y a une dizaine de constructeurs qui ont signé les accords, sur l'assurance voiture autonome. Et des règlements. Oui, aussi. Oui, tout à fait. Et là, on ne peut pas se féliciter. Je suis trop petit, moi. C'est les maisons que vous représentez. Voilà, donc voilà où on en est. Ce que je propose à la chaîne de responsabilité, c'est que je ne suis pas très innovant, hein, quand même. Oui. Peut-être revenir sur la plateforme IA et les défis. Il est vrai que, on l'a vu dans le développement, et avec c'était d'abord un robot fermé dans le sens où le robot a toute son intelligence incluse dans le robot. Aujourd'hui, avec le cloud, absolument pas le contenu en fait, l'intelligence est donnée initialement. Ça veut dire que mon robot il va continuellement s'améliorer en allant chercher de l'information. C'est ce qui se passe pour PEPA. Mais du coup, je comprends. Je vais laisser m'expliquer peut-être la responsabilité. Moi, en tant que prestataire pour un de mes clients, où s'arrête ma responsabilité parce que vous êtes fabricant ou intégrateur? Intégrateur. À mon avis, intégrateur, c'est vous qui prenez comme l'architecte. Pour moi, on va appliquer le droit d'architecte. Il faut que je raisonne un peu. J'ai jamais fait encore de contrat d'intégration robotique. Mais à mon avis, on va être dans le contrat architecte, c'est-à-dire vous allez déclarer être responsable de la phase de la conception jusqu'à la conformité. Vous serez responsable de tout ce qui ne va pas aller. Et une fois que vous allez livrer et que le procès-verbal sera signé, à ce moment-là, ce sera de nouveau la plateforme d'IA qui prendra la main. Voilà, je dis ça à la volée, hein, il reste encore à réfléchir, mais comme ça, intuitivement, c'est ce que je donnerais au contrat d'intégration robotique. Mais là, on modifie quand même le régime de responsabilité, et à la fois, je suis heureux et malheureux. Je suis heureux, tout compte fait, parce que c'est loin d'être idiot de penser que tous les juristes américains qui ont travaillé sur la même question sont arrivés aux mêmes solutions. Ça rassure sur sa capacité à anticiper. Je suis un peu malheureux parce qu'ils l'ont fait avant moi. Voilà. Alors, ce qu'ils n'ont pas fait avant moi, c'est la personnalité robot. Oui. Excusez-moi, vous avez parlé du projet du Royaume-Uni qui permet des voitures. Comme le projet français, ils vont copier. À ma connaissance, oui, à ma connaissance, je n'ai pas le projet texte, mais après, j'ai un bureau à Londres qui travaille là-dessus. Comment c'est le toit? Je pense qu'ils vont prendre le même texte. Et pas le temps, puisque ça s'inspire de. Ce n'est pas le projet. Il y a un texte français sur la voiture. Il y a aussi un texte français sur la terre. Ils gardent le texte. Oui, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, il y a un article qui a prévu que le gouvernement avait le droit de prendre une réglementation expérimentale pour les voitures autonomes. Ils viennent paraître. Ouais. Et il doit. Moi, je ne l'ai pas, donc je ne partage pas. Et il doit être. C'est pour début janvier. Et pour la France aussi. Sachant que la Suède aussi a une expérimentation des critères. C'est pour ça qu'il va être important à Paris. On va attendre là pour essayer que tous les bureaux récupèrent la totalité des lois. On va essayer de faire un premier ouvrage de comparaison de toutes les lois. Non, ça vaut le coup de venir. Bienvenue, c'est génial. Bon, alors voilà, donc j'ai créé la personnalité robot. Alors les médias, là, c'est bien réussi. Vous avez quasiment tous les médias là-dessus. Donc l'idée, c'est qu'ils aient des droits et des obligations. Alors, dans les droits, donc ils ont le droit à l'intimité, c'est-à-dire que la loi informatique fichier liberté s'appliquerait aux robots, parce qu'ils ont énormément de données à caractère personnel. Imaginez les robots qui vont être en surveillance des personnes âgées, notamment en assistance à l'entraînement. Donc ils vont dire à la personne âgée, la petite fille vient à 15 heures, elle s'appelle un tel, puis la tendance à la connaissance d'un tel, ou elles vont dire, madame, monsieur, vous n'avez pas pris vos médicaments, c'est une chronologie de votre
vous avez oublié de prendre votre médicament à 16 heures, voire 4, et puis c'est là où les assurances de nouveau vont intervenir, c'est qu'aujourd'hui, les personnes âgées de plus en plus restent chez elles sont souvent un peu en surpoids, elles tombent, elles ne peuvent pas se relever, on les appelle, elles ont un appareil pour pouvoir effectivement détecter le mouvement, elles l'enlèvent, elles ne les entendent pas très bien répondre au téléphone, elles sont en pleine forme et il faut envoyer une équipe pour faire un deuxième. Ce genre d'appareil, notamment, va servir à ça, va pouvoir être en relation directe avec effectivement la personne âgée jusqu'à un certain niveau. Lorsque la personne ne bougera pas et ne répondra pas au programme de compréhension et de coopération avec la personne, à ce moment-là, il y a un système d'alerte qui passe. Le centre de supervision prend la main sur la machine. On passe maintenant en téléopération, visualisation avec prise de décision. Si la grand-mère ou le grand-père se balade, eh bien, il dit à madame, vous avez oublié de remettre votre appareil. Sinon, on envoie une personne. Pour les assureurs, c'est un coût, une économie extrêmement importante. Et puis pour les particuliers, c'est une économie en opération musée très très forte. La plupart effectivement de ce genre d'appareils vont se développer dans les musées, dans les hôpitaux et dans les domiciles pour personnes. Oui. Oui, dans la sécurité informatique, parce que on me parlait sur la un peu plus fort, c'est-à-dire que pour moi, je m'entends pas. Non, voilà, un peu plus fort, tout est plus fort. Je parlais dans le domaine de la sécurité informatique. Faire le parallèle avec ce qui est écrit. La sécurité, c'est pas compliqué, c'est 4 lettres. C'est intéressant d'interagir. Je vais dire la première lettre en dernier. On parle d'intégrité. Donc l'intégrité, je la ramènerai peut-être. C'est pas. Donc l'intégrité, le fait qu'on ne puisse pas. Ce serait plutôt le respect de la personne, je crois. Dans quelle partie? Elle est dans le. Je ne l'ai pas mis là. Je l'ai pas mis là. Moi, par exemple, j'indique sur le voir, l'intégrité, c'est que vous n'avez pas le droit de casser un robot. Alors, intégrité. Au sens de respect, cette fois-ci, du robot lui-même. C'est pas la même chose de casser un robot qui connaît l'intimité d'une personne que de casser effectivement, de casser la montre de ses grands-parents. En fait, les robots, ils vont jouer le rôle de doudou. Si vous avez oublié le doudou, vous y retournez, même si vous avez 100 km à faire. C'est encore arrivé avec l'activité qu'on a oublié à l'école. Bon, eh bien, ça va devenir des doudous. C'est-à-dire qu'il va y avoir une intimité entre le robot. Vous allez voir, les gens vont les tutoyer, vont les aimer. Il y aura une empathie très très forte. L'idée de créer une infraction qui est que casser la montre des grands-parents et casser un robot, c'est pas la même douleur qui est créée. Alors, la durée de conservation. Oui, il y a 4 lettres. Allez-y. Ouais. La notion de poids, tout à l'heure, on a parlé de traçabilité, c'est très important. Oui. Dans mon idée, il y aura une réponse. Par les uns les autres. La première notion, c'est disponibilité. Donc, ça revient à ce que vous disiez, qu'on ne peut pas le casser. Effectivement, il faut qu'il puisse être disponible. Au sens. Pour les robots, je pense que les problèmes vont plus être une question d'indisponibilité qu'une question de disponibilité pour les 5 ans qui viennent. Je vous en explique. Pour les robots, c'est sur la sécurité des robots, il y a 2 règles fondamentales qui ne sont pas là, parce que vous pouvez tout faire, vous pouvez planter, mais dans ma charte, vous l'avez, donc il y a le problème de la traçabilité, notamment pour des raisons de responsabilité. Donc il faut que les actions soient logées, il est mis un mois sur la plateforme. Demain, on va mettre 20 ans, c'est un peu plus communicant. Le seul problème de ces machines, c'est que plus vous les faites communiquer, moins vous avez d'énergie. Vous savez qu'on n'a pas fait de progrès avec l'énergie. Et donc le problème de ces machines, c'est pas trop l'intelligence artificielle que l'électricité. Donc c'est vrai que les vecteurs, par exemple, ils sont tous connectés entre eux. Mais plus vous faites de la défense, plus vous avez besoin d'énergie. Donc moins ils ont de communiquer. Là, il y a un compromis avec l'énergie qui est très, très, très important. Mais en matière de sécurité, c'est plutôt la disponibilité qui pose problème. Il faut deux problèmes de la traçabilité, c'est le problème de la traçabilité, mais c'est le problème, c'est la disponibilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces machines se trouvent dans des zones indisponibles dans certaines zones. Et donc, c'est sur l'indisponibilité qu'on va travailler plutôt sur la disponibilité. Pour ceux qui ne sont pas disponibles, les robots en fonction un peu. Pas les robots de manière, on ne parle pas de l'avion, mais
Ce qui est important, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas, ils vont être en coopération devant effectivement les services d'une date de sortie. Et donc, toute la réglementation qui est en train d'être mise en place est une réglementation sur comment on minimise la disponibilité dans les espaces de sécurité et les espaces de sécurité. Et deuxième élément, c'est sur cette machine, donc il n'y a pas de breaking point. C'est pour moi, je considère que toutes les machines, tous les robots, là c'est la partie coopération de machines, doivent obéir à l'homme, et donc il doit y avoir un breaking point. Il doit y avoir un endroit où l'arrêter. Et le dégager, lui il l'a le dégagement. Et le dégager à toute vitesse par un enfant de 3 ans de la zone de sortie de secours. Donc c'est sur l'indisponibilité que les robots font travailler plus que leur activité. La disponibilité aussi, bien sûr. Il ne faut pas qu'ils mettent en danger l'humain, c'est effectivement la première loi. Alors, il y avait monsieur, je crois que c'est monsieur. Allez-y. Ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit à propos de l'intimité, c'est l'intimité du propriétaire que vous défendez. Mais aussi le propre de l'intimité, c'est pas la donnée, c'est la définition du périmètre concernant les données. Et ce qui fait l'intimité, c'est que c'est la personne, ou le robot, qui définit lui-même, selon ses propres critères, les limites de ce qu'il communique et à qui. Oui. Et par conséquent, il en sait plus que l'individu lui-même. Et par conséquent, du fait du statut qu'on lui donne là, par exemple, dans l'exemple que vous donnez, effectivement, on voit bien que s'il a les capacités nécessaires, il peut être amené à définir les contours de l'intimité, c'est-à-dire de ce qu'il va communiquer, de son expérience et de l'expérience de la personne avec laquelle il vit. Et à ce moment-là, effectivement, il faut défendre l'intimité du robot lui-même et pas seulement celle de la personne au service de laquelle il se trouve. Je pense que c'est important de mettre le point là-dessus, sinon on risque de se faire répondre tout simplement, finalement, là, vous défendez que l'intimité de la personne avec laquelle il est en relation, donc on est dans la sécurité des données personnelles. Vous avez tout à fait raison. Et notamment, il faut vraiment attirer l'attention là-dessus. Vous avez tout à fait raison. Et notamment, c'est le libre arbitre. C'est sur le libre arbitre des informations invisibles. C'est-à-dire que le robot, comme aujourd'hui les algorithmes prédictifs, le robot sait que, si on regarde les algorithmes prédictifs, c'est tout le problème effectivement des cubes d'information, c'est que il a découvert qu'il y avait une corrélation entre les gens qui aiment le jazz, ils aiment effectivement les polars. Or ça, la personne elle-même ne le sait pas. Dieu ne lui a pas encore révélé ce que l'algorithme prédictif va lui révéler. Pour pousser jusqu'au bout, je crois que pour aller à l'extrême, il fait preuve de cette capacité à partir du moment où il est capable de mentir par omission ou sciemment, c'est-à-dire de dissimuler une information par choix. L'information qui échappe totalement à l'humain et des risques. C'est clair. La plupart des robots qui sont en réseau neuronaux, technologiquement aujourd'hui, vous savez très bien qu'en l'état des technologies aujourd'hui, on ne sait pas comment les réseaux neuronaux s'autorégulent. En définitive, si on construit oui, c'est la loi numéro 1. Si on arrive dans une situation où finalement, avec ça, vraiment, le robot qui a une connaissance que vous n'avez aucun de lui-même n'aura jamais eu. À quoi sert cette connaissance? À quoi sert cette connaissance? À l'information auquel le robot interdira l'accès, notamment pour les réseaux sociaux. Il y a un gros débat. C'est de proportionnalité. Par exemple, comme pour les humains, il y a des choses dans lesquelles vous devez. C'est pas parce que la technologie vous permet de le faire que vous devez le faire. Et ça, c'est un grand principe universel de droit de la proportionnalité, c'est-à-dire que une sorte de devoir d'être raisonnable. Et ça, pour le droit à l'intimité, ce débat existe déjà, c'est bon, monsieur. Ce débat existe déjà sur les données à caractère personnel, le principe de proportionnalité.
C'est-à-dire que c'est le moment où l'algorithme doit s'arrêter. Voilà. C'est pas parce qu'il a appris des choses sur, par exemple, votre comportement sexuel. Il a des milliers d'informations que vous avez laissées, des milliers de traces, et il en a déduit votre comportement sexuel. Eh bien, je pense que cette raison-là, pour plus une raison de vérité, des informations qu'il n'a pas trichées, je pense que le titre aujourd'hui de la loi informatique et liberté, il y a plus de 100 pays dans le monde qui ont madame moi qui a la conscience. Vous avez un devoir de proportionnalité, cette information-là, vous ne pouvez pas la révéler. Et l'algorithme devra être organisé de telle manière à ne pas la révéler, même si au fond, il n'a plus qu'utiliser de l'information. Vous avez le droit d'accès, mais le problème, c'est que le droit d'accès ne sert à rien. Ça sert à rien parce que vous ne savez pas qui c'est. Le problème de la loi, ben, vous ne savez pas qui, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Il fallait interroger tous les robots en tout temps. Le gros problème, c'est qu'on passe le droit d'accès d'informatique et liberté par de l'idée que la collecte de l'information, elle est inassimilément prise auprès de la personne, sauf cas de collecte indirecte. Et donc le droit d'accès, est un droit sur la personne qui sait effectivement, puisque la collecte a été faite sur sa tête. Alors qu'aujourd'hui, avec les big data et les algorithmes prédictifs, il n'y a pas, la collecte n'est pas faite chez l'individu. Elle est faite dans un environnemental et ce sont des informations déduites. C'est-à-dire c'est un individu algorithmé. C'est plus l'individu lui-même dont on a pris les traces. Oui. J'entends dans votre remarque, moi, quand même un présupposé avec lequel je ne suis pas d'accord, qui est le présupposé que l'accès à l'information, à toute l'information, est forcément la meilleure chose qui puisse arriver à l'environnement du robot en question et aux personnes avec lesquelles il interagit. Premier point, ça, j'en suis pas sûr, il faudrait le prouver. Moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que l'accès à la totalité de l'information peut être nuisible dans un certain nombre de cas. Deuxième présupposé... C'est le débat du droit d'accès aux informations médicales, historiquement. Voilà. Deuxième présupposé, que ça n'a pas d'influence sur le comportement du robot. Or, si on raisonne en termes de convergence, pas sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les robots, mais comme le disait Maître Bensoussan tout à l'heure, à 5 ans ou à 10 ans, où c'était l'orateur, non, c'était l'orateur tout à l'heure qui disait ça, on doit arriver à une situation à un moment donné où la conscience par le robot du fait que son intimité est violable ou qu'elle est au contraire inviolable, va entraîner des prises de décision qui seront différentes. Et qu'est-ce qui dit que le fait de pouvoir impunément violer toute l'intimité et tous les secrets détenus dans le robot va dans le sens du bénéfice pour l'humanité qui se trouve à côté, qui se trouve avec? Moi, je n'ai pas la preuve de ça. En tout cas, il faudra se poser cette question-là et la résoudre. Il n'y a pas d'intérêt. En tout cas, moi, dans les contrats que je fais, les chartes que je fais, je mets bien une protection de l'intimité du robot. Ouais, et les clients qui acceptent, ils ne suivent pas tous, hein, certains ils prennent des parties, après c'est ce que vous voulez, hein, c'est un peu tout. Sur l'aspect informatique et liberté, vous considérez que les données que le robot, par exemple, il a surveillé un patient qui collecte son patient, sont les données du robot, ne sont pas les données du patient. C'est vrai, oui, alors, je dirais, je ne veux pas d'assurance. La première, c'est qu'il va collecter des données que l'individu n'a même pas conscience. Par exemple, lui, il n'a pas d'avoir. Aujourd'hui, si vous allez sur le site, on va prendre votre temps. C'est le premier élément qui est ici. Mais il y a votre prise de tension et votre prise de lecture, c'est parce que vous avez. Évidemment, vous avez un passé. Évidemment, vous avez d'autres techniques. À la vôtre. Donc, la connaissance est deuxième élément qu'il faut bien comprendre, la faille de si je prends ce terme-là, ça veut sûrement à 35 ans, des coups comme ça, et pour toutes les données comme ça, il va calculer. Il va même faire des études, par exemple, comme
il va faire des calculs. Par exemple, il va faire une prévision, vous avez des valeurs. Il va faire une prévision que vous avez un concept de la méthode. Vous n'avez pas. Le médecin, vous n'avez pas forcément encore cette information. Voilà pourquoi il y a une. Et là, encore non. Bien sûr qu'il a pu les donner à l'individu. L'individu ne les a pas donnés. C'est là où le sens de gravité de la liberté, c'est pas. On parle de l'idée que les données sont communiquées, et après c'est fait. Alors que là, les données ne sont pas communiquées, c'est le robot qui fait le droit. C'est ce nouveau paradigme que je dirais dans la réflexion informatique. Le robot a des connaissances que l'on a. Faut-il ou non les remettre? C'est pas simple. Par exemple, le robot disait beaucoup d'intelligence, le robot intelligent, de remettre de l'humain. Effectivement, les robots peuvent être des robots immondes. En tout cas, la régulation violente par le robot de cette information-là, reposer la question de faire mon chien, les gens ne peuvent pas accéder à la maladie, peuvent le faire l'autisme, ils ne supportent pas l'information. Est-ce qu'il y a une réflexion sur l'intimité du robot? N'oubliez pas que j'essaie de justifier la personnalité de la vôtre. Le robot a zéro la durée de conservation des données. Le robot va collectionner les big data. Or, vous savez aujourd'hui que, par exemple, toutes les données qui sont sur les réseaux sont conservées à vie, et qu'on n'a pas aucune maîtrise et aucun contrôle. Comment est-ce qu'on résout la question dans le cas de la forme? Moi, je crois qu'il faut prévoir une remise à zéro. Je pense qu'il y a défendu pendant très longtemps le droit à l'oubli. Je pense que le droit à l'oubli s'applique au temps. Je pense que enfin, moi, je ne me sens pas mal à l'aise avec la remise à zéro. Et il y a une manga que j'ai adoré. Moi, celle-là, j'aimais bien. C'est le droit de reset. Voilà. Le droit, hein. Le reset. Je redémarre mon cerveau. Redémarre de zéro. Il reste au moins la trace de la remise à zéro. C'est le droit de l'euthanasie. Le droit de mourir. Donc, je voudrais simplement conclure en vous disant que aujourd'hui, en logique de l'action, un certain nombre de mes clients aujourd'hui ont pris cet axe-là. Les États-Unis l'ont pris aussi. Donc, rapidement sur les tendances, je vois le temps passer. Donc, plus de 50% du web est aujourd'hui entre les mains des robots, les activités. C'est des automates. 50% du web, aujourd'hui, l'activité du web, c'est 50% des automates qui passent leur temps à moissonner. Il existe aujourd'hui des journalistes robots qui écrivent des articles de qualité en matière de sport et finance. La question qui se pose, par exemple, c'est doit-on indiquer dans l'article qu'il a été écrit par un robot? Peut-on dire qu'il a été écrit par un humain? Mais aujourd'hui, les articles d'excellente qualité, d'excellente qualité. En fait, vous n'avez pas la possibilité, aujourd'hui, sur les articles, allez voir au Strasbourg, il y a énormément d'articles journalistiques écrits par les robots. Pour les médecins, Laurent Alexandre, cité, je le répéterons, c'est vraiment un des grands futurologues du domaine. Donc les aides à la diagnostic, ils sont faits par les robots, en tout cas les cancers de la langue, dit Laurent, avec WhatsApp. N'oubliez pas quand même qu'il y a trois dates importantes. Il y a la première fois où le cancer a été battu, la deuxième fois où Géopardy, le grand spécialiste américain du géographie a été battu, et aujourd'hui, donc, les cancers de la langue. En deçà du diagnostic. Un diagnostic bien avant la maladie ou bien avant. Ça, c'est les algorithmes prédisants. Voilà, Mais ça existe déjà aujourd'hui, par exemple. Ça existe, notamment, il y a quelque chose sur lequel je demandais à mes associés ici de travailler.
de manière importante, c'est absolument répété par ce logiciel américain qui est en train d'avoir une documentation humanitaire, qui dit à l'avance que vous allez commettre une infraction. Vous voyez que ce logiciel est un logiciel absolument positif, je sais pas comment il s'appelle, un logiciel qui a été mis en place par les Union européenne, qui est un projet dans lequel je suis membre. Donc c'est un logiciel qui, en fonction d'une vingtaine de critères, vous dit que vous allez cette personne-là va commettre une infraction avant qu'elle réponde. Et ça, est-ce que je peux l'arrêter? Quelle est la... Si je lui laisse faire dans une personne une probabilité, une personne complètement quelque chose. Et donc, les patrouilles sont organisées à des heures précises, de la zone géographique précise. Et c'est pas, c'est pas la personne, c'est pas nominatique, c'est pas nominatique, mais elle va se trouver là. Disons encore autrement, elle va, à ce moment-là, il y a une probabilité très forte, il va y avoir une personne qui correspond à tel schéma qui va être là. Ils n'y vont pas à vide. Et à chaque fois qu'ils y ont été, la personne était personne qu'ils ne connaissaient pas. Là, un peu long, on peut aussi raisonner sur des personnes comme des amis, donc ça, des personnes qui ont des psychiatriques, que après les médecins se prononcent aussi pour les remettre en liberté ou pas. Et souvent, il y a la polémique parce que la personne commet un crime, un délit dans la rue, du coup, la dégoûte. Donc, avec ce. Comme vous dites, avec certains critères, on pourrait donc identifier cette personne, je la remets en liberté, mais à un moment donné, elle va passer à l'acte. C'est tout le problème de. Et donc, je vais l'interpeller et la remettre en hôpital psychiatrique. La réunion, il y a deux types de réunions vers le déroulement de l'acceptation. C'est le passage du droit à l'action au droit à la réaction, et le passage du droit à la réalité au droit à la probabilité. L'introduction des probabilités dans le milieu comportemental est en train de modifier les mécanismes. C'est comme très fort, très bon verset. On peut dire que c'est l'intention mais pas forcément. C'est votre intention. C'est pas que l'intention. C'est l'intention, quelque chose qui est encore plus déterminant. C'est le coût social de supporter. C'est la comparaison entre l'autonomie de la personne et le coût social de la personne. Et sur l'aide au diagnostic, travail par exemple sur l'exploitation des données qui devient très riche. Et là, toute la question, par les méthodes probabilistes, c'est de repérer les groupes à risque. Oui. Et c'est pas simple. C'est pas simple du tout, les groupes à risque. Tellement de choses. C'est pas simple, c'est surtout qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez mis la personne dans l'enveloppe de risque. Il faut la suivre. Voilà. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Mais ça, moi, j'ai eu dans ma vie personnelle. Vous voyez que là, je suis très, très en retrait. Il y a eu au moment où je suis à Sciences Po, il y a une application qui s'appelle Gamma, qui était de détecter les enfants à haut risque. Ouais. Vous me rappelez pour ceux qui étaient là ensemble. Et à l'époque, j'avais été choqué par cette application. Une soixantaine de critères, notamment des critères socio-économiques, du type la maman boit et l'enfant prend une sirop. Ça m'a appris à devenir raisonnable. Aujourd'hui, je suis un extrémiste de l'extrême. À l'époque, je n'étais pas forcément quand on était jeune. Et de cette application très particulière sur laquelle j'ai été considéré que c'était une horreur. Il y a une petite fille que j'avais avec la ici. L'ordinateur me dit que tu es né en Algérie. Et si ta femme est née en Algérie, alors la petite fille doit éviter non négligeable cette classification. On n'a pas dormi pendant 9 mois avec la tête qui m'a fait. Sinon, elle a resté de à partir de là, sur cette question-là, je suis prêt à regarder. C'est une vraie question sur laquelle on pourra revenir.
Les conseillers financiers en temps réel aujourd'hui sont faits par des ordinateurs et vous avez vu le premier administrateur, le premier effectivement bot, membre du conseil administratif. Qu'on peut faire parce que la loi ne prévoit que des minimums. Donc les bots sont très avancés. Les voitures autonomes, ben voilà, Nevada, Floride, Californie, Columbia, Michigan. C'est ce que je vous ai dit. Donc aujourd'hui des droits, 2011 pour le Nevada. C'est un Nevada où il y a le jeu sur l'IA. Voilà les différents États qui sont en train de prendre des projets de loi. Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ne sont pas signataires de la Convention de Vienne qui prévoit la nécessité d'un conducteur. Et donc les robots humanoïdes, eh bien l'idée c'est qu'il y a des droits des robots. Les droits des robots les plus n'arrivent pas très bien à lire. Donc c'est exister sans crainte des blessures ou la mort. Donc droit de la protection des robots. Pas de violence. Les devoirs de robots, ne pas mettre en danger l'être humain, ne pas rester passif devant un danger. Donc là, je reprends les lois d'Asimov. Le droit des utilisateurs, interdiction d'utiliser un robot pour un acte illégal. Et ça, on le met dans le cadre des contrats qu'on fait signer par les clients. Et puis, droit à la sécurité des données à caractère personnel. Voilà la personnalité robot qui est aujourd'hui, c'est du vrai droit, puisqu'on peut faire du droit dès le moment où il n'est pas contraire à la loi publique, par le droit des contrats, le contrat vaut entre les parties ou par l'achat. Ma positionnement, en tout cas, je vais suivre ces deux courbes, c'est que les robots vont s'humaniser, et donc, à mon avis, il faut prévoir un droit qui prendra en compte l'humanisation des robots, et les humains vont être augmentés, vont devenir embryoniques, et donc vont intégrer de plus en plus tout ou partie des robots, avec ce point de singularité donné en 2025. Et donc l'idée c'est de faire un droit qui reste compatible avec, et il me semble que la personnalité robot, on pourrait la prévoir dès maintenant pour un total développement en 2025. Merci. Pardon, ça va un peu décalé. Voilà. J'ai créé l'Association française des droits des robots. Donc, vous êtes bienvenus pour ceux qui s'intéressent à cette question. Comment on adhère? On va vous demander un mail. Il y a des droits Oui, il y a un groupe de travail qui est justement sous l'égide de Bruxelles, dans le cadre du syndicat Simon Robot. Il y a un groupe, il y a un projet européen de réflexion sur le droit éthique en Europe. Et il y a beaucoup de projets aux États-Unis. C'est parti. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'Association française des droits des robots, donc elle est bienvenue. La cotisation est très faible. Je crois qu'on n'a même pas envoyé, on n'a même pas encore envoyé des cotisations. Pas de l'argent.